Et voici la vidéo règle d'Istanbul, un jeu de placement et de développement pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Rudiger Dorn, édité par Asterion et Matago. Au niveau du matériel, on commence par 16 grandes tuiles, comme ceci, alors qui ont des chiffres dessinés comme ça en haut à gauche. On va utiliser pour une première partie le petit chiffre qui est marqué comme ceci, cerclé de bleu. Et on va disposer les tuiles sur la table sur un grand carré de 4 sur 4. En utilisant donc les chiffres en bleu, on va faire des lignes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nous avons ensuite 5 petits plateaux individuels, c'est la charrette de chaque joueur, donc chacun va en récupérer une, elles sont toutes identiques et il va la placer devant lui. Puis chacun va choisir une couleur et récupérer l'ensemble de pions de sa couleur. Alors nous avons tout d'abord des petits cubes que l'on va placer sur les cases grises de notre charrette. Ces petits cubes vont servir à représenter les marchandises que les joueurs vont acquérir au fur et à mesure du jeu. Pour l'instant, la case grise, ça représente 0. Ensuite, chacun va prendre un de ces petits jetons de couleur et il va le placer non loin de la grande mosquée. Les autres vont être placés en pile sur la fontaine et on va placer son pion marchand par-dessus. Enfin, chaque joueur va prendre son pion le plus haut et le placer au poste de police. Alors, évidemment, si vous jouez à moins de 5 joueurs, vous n'utiliserez pas tous les pions des autres couleurs, mais à 2 joueurs, il y aura une disposition particulière. Nous y reviendrons en fin de vidéo règle. Ensuite, vous allez trouver des tuiles correspondant à 4 couleurs différentes de marchandises. Alors, dans ces tuiles, vous allez trouver différents symboles. En haut, il y a 2, 3, 4 et 5 symboles de dessinée. Vous allez les placer dans cet ordre, en fait, du plus petit au plus grand, et les placer face visible sur les mosquées du jeu, aux emplacements qui correspondent aux couleurs. Effectivement, il y a un petit cartouche comme ça, représentant la marchandise particulière. Donc, hop, on remplit la petite mosquée et la grande mosquée. Vous trouverez ensuite 5 tuiles de marché blanche et 5 tuiles de marché bleu qui présentent des combinaisons d'éléments différents. On va bien les mélanger chacun séparément et ensuite placer les blanches sur le petit marché, face visible, et les bleus sur le grand marché, face visible aussi. Ensuite, vous allez trouver un ensemble d'extensions de charrettes. Vous allez en placer sur le fabricant de charrettes à cet emplacement-là. En fonction du nombre de joueurs, on va en placer 3 par joueur. Donc si vous jouez à 5, vous en mettez le maximum. Si par exemple vous jouez à 3, 3 x 3, 9, il faudra mettre 9 extensions de charrettes à cet endroit-là. Ensuite, vous trouverez un ensemble de rubis et vous allez disposer ces gemmes sur le plateau de jeu de cette façon-là. Au fabricant de charrettes, on va placer une gemme par joueur. Donc par exemple, à 5 joueurs, 5 gemmes. Sur la petite mosquée et la grande mosquée, pareil, vous allez mettre un nombre de gemmes correspondant au nombre de joueurs, sauf dans le cas où vous jouez à 5 joueurs. Et là, à 5 joueurs, on n'en placera que 4 à la petite mosquée et à la grande mosquée. Enfin, on va remplir les lignes correspondant aux marchands de gemmes et au palais du sultan. Vous allez remplir en fait par la droite toute la ligne jusqu'à ce que vous arriviez sur la case qui correspond au nombre de joueurs. Donc là, par exemple, pour le marchand de gemmes, à 2 joueurs, on va jusque-là, à 3 joueurs, jusque-là, et à 4 ou 5 joueurs, jusqu'ici. Il nous reste un ensemble de cartes bonus qui sera bien mélangé et disposé à côté du plateau de jeu. Ensuite, nous avons des petits cubes clairs comme ceci qu'on va placer sur la première ligne de marchandises du bureau de poste, en 5. Enfin, nous avons 2 jetons comme ceci, un noir et un violet, qu'on va placer sur le plateau de jeu en lançant les dés et en regardant le total. Donc par exemple, 4. On va placer celui-ci sur l'entrepôt de fruits, puisque c'est le gros chiffre en rouge dont on s'occupe, 6, 7, 8, 9, et celui-là, on va le placer sur le 9, qui se trouve donc au salon de thé. Ceci étant fait, on peut remettre les dés à côté du plateau de jeu. Il ne nous reste plus qu'un ensemble de pièces de monnaie de 1, 5 et 10, qui sont appelés des livres dans le jeu, et un jeton de premier joueur que nous attribuerons au premier joueur, après que je vous ai expliqué quel est le but du jeu.
Enfin, il nous reste juste des petites aides de jeu à la couleur des joueurs. Chacun peut récupérer la sienne et la placer devant lui. Ça réexplique l'ordre de tour et les différentes cartes bonus. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, nous sommes à Istanbul et nous sommes des marchands. Avec nos assistants, nous allons essayer de nous faufiler dans les ruelles pour acquérir des marchandises et les revendre au meilleur prix afin de s'attirer le plus de prestige possible. Nous avons donc tous une charrette que nous allons tenter de remplir avec des marchandises et de les fournir là où elles sont demandées dans la ville. À chaque fois qu'on réalisera de chouettes opérations, eh bien on va petit à petit gagner des rubis qu'on placera sur sa charrette. Si on arrive à remplir toute sa ligne de rubis, eh bien on gagnera la partie. Il faudra donc 5 rubis pour gagner quel que soit le nombre de joueurs, sauf à 2 joueurs, il faudra en récupérer 6. Alors, avant de commencer, on va attribuer aléatoirement le jeton premier joueur, par exemple en lançant le dé, celui qui fait le plus gros chiffre. Celui-ci prendra le jeton premier joueur et le placera devant lui, et il va recevoir 2 livres de la banque qu'il pourra placer à côté de sa charrette, à la vue de tous. Et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de ce joueur, chacun va recevoir une pièce de plus que le précédent. Donc là, par exemple, le joueur suivant va recevoir 3 livres, le joueur suivant va recevoir 4, 5 et 6 pour le dernier. Enfin, chaque joueur va recevoir une carte bonus face cachée qu'il pourra consulter secrètement et garder en main. Et nous sommes prêts à débuter la partie. Alors, le principe du jeu est assez simple. À commencer par le premier joueur, chacun va pouvoir déplacer son marchand de 1 ou 2 cases et ensuite réaliser l'action de l'endroit où il va arriver. Effectivement, chacune des cases du plateau permet de réaliser une action spécifique. Une fois qu'il aura réalisé cette action spécifique, eh bien hop, on passera au joueur suivant qui lui aussi déplacera sa pile d'assistants, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à récupérer le dernier rubis dont il a besoin pour que la partie prenne fin. Alors, imaginons que notre premier joueur soit le joueur rouge, il va récupérer toute sa pile d'assistants avec son marchand qui est placé au-dessus sur la fontaine, et il va pouvoir se déplacer de 1 ou 2 cases. Alors attention, on se déplace de case en case, mais pas en diagonale, et on est obligé de faire ce déplacement. On ne peut pas rester sur l'endroit où on se trouve. À l'endroit où on va s'arrêter, eh bien, on pourra réaliser l'action spécifique. Alors voilà comment ça se passe. Par exemple, notre marchand pourrait décider d'avancer que d'une case. On n'est pas obligé d'avancer de 2 et de se rendre à l'entrepôt de tissu. Si j'arrive sur une case où il n'y a pas encore de jeton assistant de ma couleur, eh bien je vais tout simplement déposer un pion assistant de ma couleur avant de réaliser l'action spécifique de l'entrepôt de tissu ici. Si par contre il y avait déjà un pion et que je me retrouve sur une case où il y a déjà un pion m'appartenant, à ce moment-là, je vais tout simplement le remettre sous ma pile de pions et je réaliserai quand même l'action spécifique correspondant à l'endroit où je me suis arrêté. Alors reprenons notre tour de premier joueur. Le joueur rouge décide de n'avancer que d'une case et de se rendre à l'entrepôt de tissu. Dans le jeu, il y a 3 entrepôts correspondant à différentes marchandises. Là, c'est le tissu, donc en arrivant, je dépose un pion et maintenant je vais pouvoir remplir ma charrette au maximum avec du tissu. Pour symboliser cela, il me suffit tout simplement d'avancer mon cube de tissu jusqu'au maximum de tissu. Là, ça représente un 2 tissus que j'ai dans ma charrette et je ne peux pas aller plus loin car pour l'instant, je n'ai pas d'extension de charrette. Mon action étant réalisée, mon tour est terminé, on passe tout simplement au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. C'est donc au joueur jaune de jouer, hop, il pourrait décider d'aller sur l'entrepôt d'épices qui fonctionne de la même façon, mais avec les épices en vert, il va donc remplir sa charrette au maximum. Le troisième joueur dont c'est le tour, c'est le joueur bleu. Imaginons qu'il ait envie, lui aussi, d'aller récupérer du tissu. Il va ici, il dépose un pion sur la case car il n'en avait pas, mais attention, là, il rencontre un marchand adverse. À chaque fois qu'on va finir son déplacement sur une case où il y a un marchand adverse, malheureusement,
on va devoir le payer, lui payer 2 livres pour avoir le droit de faire l'action de la case. Si je ne veux pas payer ou ne peux pas payer ces 2 livres, eh bien, je dépose quand même mon pion, mais malheureusement, je ne ferai pas l'action de la case. Donc là, notre joueur bleu décide de régler 2 livres au joueur rouge, il lui donne donc cet argent, et ensuite, il peut aussi remplir sa charrette au maximum avec du tissu. Alors, attention, le joueur suivant, le joueur blanc, s'il décide de lui aussi se rendre à l'entrepôt de tissu, eh bien il faudra qu'il paye 2 livres à chacun des joueurs qui s'y trouvent pour avoir le droit de récupérer du tissu. Et là, ça commence à faire cher. Donc en général, on tente d'éviter de finir son déplacement sur un marchand adverse et on préfère faire autre chose. Nous avons vu l'entrepôt de tissu, l'entrepôt d'épices, mais il y a aussi un entrepôt de fruits. Donc notre joueur blanc pourrait décider d'avancer de 2 cases, car on a le droit d'avancer jusqu'à 2 cases, pour aller réaliser l'action de l'entrepôt de fruits. À ce moment-là, il remplit en fait sa charrette de fruits. Mais attention, notre marchand blanc, après avoir réalisé son action, a rencontré en fait le pion noir. Alors le pion noir est un contrebandier, il y a un symbole sur lui correspondant à 4 couleurs, et bien ça correspond aux 4 marchandises que ce contrebandier peut nous fournir. Le joueur blanc peut décider, s'il le souhaite à ce moment-là, de rencontrer le contrebandier pour recevoir une ressource de son choix. Imaginons par exemple qu'il ait envie de recevoir une marchandise bleue, car nous en reparlerons un petit peu plus tard, les marchandises bleues, il n'y a malheureusement pas d'entrepôt pour en récupérer. Et en échange de cette marchandise bleue qu'il prend au contrebandier, eh bien il va devoir le payer. Soit il va payer 2 livres à la banque pour acquérir cette marchandise bleue, soit il peut décider de donner une autre marchandise en échange, donc par exemple donner un fruit au contrebandier pour recevoir cette marchandise bleue. Mais attention, cette rencontre avec le contrebandier n'est pas obligatoire, il aurait pu aussi décider de ne pas faire l'action du contrebandier. En revanche, s'il fait l'action du contrebandier comme il vient de le faire ici, eh bien après sa transaction, il va lancer les dés pour faire changer de case le contrebandier. Toujours pareil, 7, eh bien il va déplacer le contrebandier sur la fontaine, car c'est elle qui a le numéro 7 sur le jeu. Alors, lorsque le contrebandier arrive comme ceci sur une case où il y a d'autres marchands, il ne se passe rien. Ce n'est que à la fin d'un déplacement et à la fin d'une action d'un joueur que celui-ci peut interagir, s'il le souhaite, avec le contrebandier. Donc là, nous sommes autour du joueur vert, celui-ci ne s'est pas encore déplacé, les entrepôts, il n'a pas envie de payer en allant sur une case, car il y a déjà des marchands qui y sont. Il pourrait décider, par exemple, d'aller au salon de thé, car c'est un des seuls endroits où on peut gagner de l'argent. Alors, 1, 2, il se rend ici, il dépose un pion à sa couleur, mince, en empilant bien sûr ses pions, ça c'est des petits désagréments qui arrivent parfois dans le jeu. Et ensuite, il peut réaliser l'action du salon de thé. Alors, au salon de thé, eh bien, on joue un peu avec les copains au backgammon et on parie de l'argent pour essayer d'en gagner. Le joueur va donc annoncer un chiffre entre 3 et 12 avant de lancer les dés. Si avec les dés, il arrive à faire égal ou supérieur au chiffre qu'il a annoncé, à ce moment-là, il recevra de la banque le chiffre annoncé. Si par contre il fait inférieur au chiffre qu'il a annoncé, il recevra seulement 2 de la banque. Donc là par exemple le joueur se dirait, bon j'ai bien envie de gagner 7 pièces, ce serait sympa, donc je vais lancer les dés en essayant de faire 7 ou plus. Évidemment, plus vous allez proposer un chiffre élevé, plus vous gagnerez d'argent, mais plus ce sera difficile d'atteindre ce chiffre avec les 2 dés. Donc 7, il se dit que c'est une bonne moyenne, il tente 7, il lance les dés, il obtient 6, 7, 8, 9, c'est bon, il a fait supérieur à ce qu'il a annoncé, il gagne donc 7 de la banque. Évidemment, s'il avait fait moins, donc par exemple 5, eh bien il n'aurait reçu que 2 de la banque. On reçoit quand même toujours 2, même quand on rate son lancer. Après avoir réalisé son action, eh bien, il peut rencontrer ici le pion du gouverneur. Le pion violet, en fait, va nous permettre de recevoir des actions spéciales que le gouverneur nous donne sous la forme de cartes spéciales. Je vous rappelle que les joueurs en ont reçu une en début de partie. Et ces cartes spéciales, les joueurs ont le droit de les jouer à n'importe quel moment lors de leur tour de jeu pour faire ce qui est indiqué dessus.
Donc lorsqu'on rencontre le gouverneur, on peut décider de piocher une carte bonus. Alors avec le gouverneur, on pioche toujours la carte sur le dessus du paquet de cartes bonus que l'on a prise et on l'ajoute à sa main. Ensuite, on décide soit de l'acheter, à ce moment-là il faudra donc payer 2 à la banque pour acquérir cette carte bonus, soit d'en défausser une sur le caravansérail. Effectivement, si la carte que je viens de piocher ne m'intéresse pas, je peux décider de la jeter, ou je peux l'échanger contre une carte de ma main que je n'avais pas utilisée et qui ne m'intéresse pas. Au caravansérail, là, imaginons que le joueur préfère faire ceci, car il trouve que la carte qu'il vient de récupérer est plus intéressante. Ces cartes, on peut les jouer à tout moment, une fois que quand c'est son tour de jeu, donc là, le joueur pourrait carrément décider de la jouer immédiatement. Cette carte-là rapporte tout simplement 5 de la banque. Lorsqu'on joue une carte, on la défausse aussi au caravansérail, et on reçoit immédiatement le bonus associé. De la même façon qu'avec le contrebandier, quand je rencontre le gouverneur et que je réalise son action, eh bien je relance ensuite les dés pour le déplacer sur la case correspondant au chiffre que je viens de lancer. Donc là, le 3, et puis il se rend à l'entrepôt d'épices. Mon tour est terminé. Alors, où peut-on aussi gagner d'autres ressources? Eh bien, il y a le bureau de poste. Imaginons qu'on soit repassé au premier joueur, le joueur rouge, il se rend au bureau de poste, il dépose un pion sur le bureau, et il va gagner, en fait, les ressources qui sont dessinées en visible sous les cases où il y a des petits cubes. Donc là, il va pouvoir augmenter sur sa charrette de 1 son niveau vert d'épices, il va pouvoir augmenter de 1 son niveau de fruits et gagner 2 pièces de la banque. Une fois qu'il a donc gagné ses ressources, eh bien on va prendre le cube qui se trouve le plus à gauche et on va le baisser d'une case, ce qui veut dire que le prochain joueur à se rendre au bureau de poste gagnera cette ressource-là et ces 3 ressources-là. Une fois qu'il aura gagné ceci, on baissera à nouveau le cube, le prochain gagnera ceci, puis on baissera encore le cube, le prochain gagnera cela, on baissera ensuite le cube, le prochain gagnera tout ce qui est là, et une fois que c'est fait, on ne va pas les remonter un par un, c'est symbolisé ici, par contre on va tous les remonter sur leur case originale, et ça recommencera pour les joueurs suivants à se rendre au bureau de poste. Alors, que peut-on faire avec les ressources qu'on accumule? Eh bien, on peut décider de les vendre sur le petit et le grand marché qui se trouve sur le jeu. Imaginons que c'est le joueur suivant, le joueur jaune qui joue. 1, 2, il décide d'aller au petit marché. Il dépose son pion comme ceci, et il peut fournir en fait les ressources qui sont demandées au petit marché. Donc ça va correspondre à la tuile qui est sur le dessus. Ici, le petit marché demande une marchandise bleue, une rouge, une jaune et 2 vertes. Le joueur peut fournir en fait les marchandises qu'il souhaite en fait correspondant à ce que le petit marché demande. Mais on n'est pas obligé de fournir la totalité. Donc là, par exemple, notre joueur avait été visiter l'entrepôt d'épices, il a 2 épices en fait sur sa petite charrette, et bien il peut décider de vendre ces 2 marchandises d'épices, car elles sont demandées. Il n'aurait pas pu en vendre 3 par exemple, mais là il peut en vendre seulement 2. On regarde le nombre de marchandises qui est vendu à la fois, donc là j'ai vendu 2 marchandises, et bien je vais recevoir ce qui est marqué là, c'est-à-dire 5 de la banque. Alors, le grand marché fonctionne de la même façon, mais en général, il demande des marchandises qui sont plus complexes à récupérer qu'au petit marché. Et évidemment, si on arrive à fournir la totalité de ce qui est présenté sur la carte, eh bien, on gagne beaucoup plus. Donc là, si j'avais réussi à récupérer les 5 marchandises et à venir les vendre, j'aurais gagné 20 de la banque. De toute façon, après avoir vendu une ou plusieurs marchandises à un marché, eh bien, on va prendre la tuile et la mettre sous le paquet de tuiles de demande, ce qui fait que la nouvelle demande va changer pour le joueur suivant qui se rendra au marché. Et ça marche de la même façon sur le grand marché. Alors, nous avons vu qu'il n'existe pas d'entrepôt pour recevoir des bijoux qui sont la marchandise bleue. Par contre, il y a un marché noir. Donc, le joueur blanc pourrait par exemple décider de se rendre ici lors de son tour de jeu. Au marché noir, on reçoit tout d'abord une marchandise de son choix parmi les 3 premières, du rouge, du vert ou du jaune. Attention, on ne peut pas récupérer de bleu à ce moment-là.
Donc le joueur peut choisir cette marchandise et ensuite il peut lancer les dés pour savoir combien de bijoux il va pouvoir récupérer. Le problème, c'est qu'il faut réussir à faire un minimum de 7 pour recevoir un bijou. Donc là, le joueur pourrait décider de lancer. Il fait 6, et bien malheureusement, il ne reçoit pas de bijoux. Par contre, il reçoit une ressource de son choix. Par contre, s'il avait réussi par exemple à faire 7, il aurait reçu en fait un bijou. S'il avait réussi à faire 6, 7, 8, 9, il aurait reçu 2 bijoux. Et s'il arrive à faire 11 ou 12, il reçoit jusqu'à 3 bijoux, à condition évidemment d'avoir de la place dans sa charrette pour les recevoir. Sinon, on reçoit au maximum et le reste est perdu. Alors, nous avons vu qu'en début de partie, les joueurs ont une charrette qui est un peu limitée car on ne peut recevoir que 2 marchandises au maximum de chaque type. C'est pourquoi, au bout d'un moment, on a peut-être envie d'en avoir plus et on peut donc se rendre chez le fabricant de charrettes. Si un joueur se déplace, hop, et vient se rendre chez le fabricant de charrettes, il peut à ce moment-là décider de payer 7 à la banque pour acquérir une extension de charrette qu'il va pouvoir placer sur l'emplacement correspondant de sa charrette, et à ce moment-là, il pourra recevoir jusqu'à 3 marchandises. Au fur et à mesure du jeu, les joueurs pourront revenir pour acheter à nouveau 7 et compléter ainsi en fait leur charrette jusqu'au maximum d'emplacement. Alors attention, quand un joueur acquiert la dernière extension de charrette et qu'il a réussi à la remplir entièrement, eh bien il va recevoir un petit bonus, c'est-à-dire une des gemmes en fait qui se trouve sur le fabricant de charrette, et il pourra la disposer sur son emplacement pour recevoir des gemmes et ainsi petit à petit s'approcher du gain de la partie, car je vous rappelle qu'il faut remplir sa charrette de gemmes pour l'emporter. Alors, en autre cas, il existe aussi la petite mosquée et la grande mosquée, sur lesquelles on va pouvoir récupérer des tuiles qui vont nous donner des avantages permanents tout au long du jeu. Donc, si un joueur, par exemple, décide de se rendre à la petite mosquée, il va pouvoir acquérir une des 2 tuiles disponibles en payant le coût qui est indiqué au-dessus de la tuile. Alors, attention, si par exemple, il décide d'acquérir cette tuile-là, il y a dessiné en fait en haut de la tuile 2 éléments verts, mais sur le 2e élément vert, il y a une petite flèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le joueur doit, à ce moment-là, posséder 2 marchandises vertes sur sa charrette, mais en revanche, il ne va pas payer les 2, il ne va en payer qu'une, qu'il va donc enlever de sa charrette, faire baisser. Et à ce moment-là, il prendra la tuile et il la placera devant lui. Chaque joueur ne pourra acquérir qu'une seule tuile de chaque type qui sont disponibles sur les mosquées. Mais attention, le premier à s'y rendre va n'avoir besoin que de 2 marchandises sur sa charrette et d'en payer une. Le joueur suivant qui voudra acheter la même tuile va devoir payer plus cher. Effectivement, le prochain devra avoir 3 marchandises sur sa charrette et en payer une. Au final, ça ne coûte toujours que 1 d'acquérir ces tuiles, mais par contre, il faut avoir les emplacements sur sa charrette correspondants et l'avoir rempli. Donc là, par exemple, il faut déjà avoir une extension de charrette pour espérer acquérir en 2e cette tuile. Alors, les joueurs placeront ces tuiles face visible devant eux une fois qu'ils les auront acquises, et si un joueur a réussi à récupérer la 2e tuile d'une même mosquée, eh bien il gagnera le petit bonus sous forme de cristal qu'il pourra aussi mettre sur sa charrette. Alors parlons de ces bonus. Tout d'abord celui de la petite mosquée, le premier, où il faut fournir en fait du tissu, eh bien ça va nous permettre d'obtenir une action spéciale sur les cases qui présentent ce symbole, c'est-à-dire le symbole du lancer de dés, c'est-à-dire le salon de thé et le marché noir. Quand on sera sur une de ces 2 cases et qu'on fera l'action de lancer les dés, après avoir lancé les dés, je pourrai décider de transformer un des dés lancés en 4. Donc là, par exemple, si notre joueur ensuite se retrouve au marché noir et lance les dés, il obtient 5, et donc normalement il n'obtient pas de bijoux, eh bien il pourrait décider de transformer ce 2 en 4, ce qui fait que ça lui fera 7 et qu'il pourra au moins récupérer un bijou. Donc c'est assez avantageux. Autre possibilité, à la place de ça, le joueur peut aussi décider de relancer carrément les 2 dés. Par contre, il sera obligé
de se résoudre au deuxième résultat obtenu. Si par exemple notre joueur avait malheureusement obtenu un 2 et un 2, ça lui fait 4, mais s'il transforme le 2 en 4, eh bien malheureusement ça ne fait que 6 et ça ne lui sert à rien. Il peut donc, à la place de transformer en 4, bien relancer les dés pour espérer cette fois-ci faire plus de 7. Ça fonctionne donc de la même façon au salon de thé, ce qui permet en fait d'obtenir des chiffres plus forts avec les dés qu'on lance et donc de plus souvent réaliser les paris que l'on fait pour gagner des sous. Ensuite, nous avons la deuxième tuile de la petite mosquée qui va permettre de réaliser une action spéciale lorsqu'on se rend sur une case où il y a une petite caisse de dessinée, c'est-à-dire les entrepôts d'épices, de tissus et de fruits. Lorsque je me rendrai sur un de ces entrepôts, je gagne évidemment la ressource au maximum, mais en plus de ça, je pourrai à ce moment-là décider, si je le souhaite, et ce n'est pas obligatoire, de payer 2 à la banque pour recevoir une ressource de mon choix parmi les 4 disponibles, même si elles ne correspondent pas à l'endroit de l'entrepôt où je suis évidemment. Pour les bonus de la grande mosquée, nous avons la possibilité de recevoir un 5e assistant. Effectivement, nous avons vu que petit à petit, on va semer nos assistants sur le jeu. On ne pourra les récupérer que quand on revient sur une case où se trouve déjà un assistant. Donc, je le répète, si par exemple le joueur bleu décide de se rendre à l'entrepôt de tissu, il récupère son assistant et il fera à nouveau l'action spécifique de l'entrepôt. Et bien donc cette tuile-là, dès qu'on va la récupérer, on recevra immédiatement le petit jeton supplémentaire qu'on avait placé de côté en début de partie, et tout de suite, voilà, il faudra que je sois évidemment sur la grande mosquée, imaginons que j'ai dépensé un bonhomme, et bien immédiatement je pourrai récupérer ce personnage et le placer sous ma pile, il est immédiatement utilisable. Enfin, la dernière tuile de la grande mosquée va nous permettre, quand on le souhaite, lors de son tour, de payer 2 pour récupérer un de ses assistants n'importe où sur le jeu et de le remettre sous notre pile. Donc effectivement, au fur et à mesure que les joueurs vont avancer, ils vont semer en fait leurs assistants, et si jamais un joueur se retrouve avec, là par exemple j'ai semé ici, je me retrouve avec mon pion tout seul, eh bien je n'aurai plus vraiment le choix. Si jamais je déplace mon pion tout seul sur une case, eh bien je ne pourrai pas réaliser l'action. Il faudra que je le déplace sur une case où se trouve déjà un de mes assistants pour que je le récupère et que je fasse quand même l'action. Donc, si je me retrouve bien dans ce cas-là, je pourrais décider, grâce à cette tuile, de payer 2 à la banque pour récupérer un assistant n'importe où, le placer sous mon personnage et par exemple tout de suite l'utiliser pour aller faire une autre action. Alors, puisque nous en sommes au problème des assistants que l'on sème, eh bien, un joueur qui n'a plus d'assistant, ou même qui en a, même si on en a un et qu'on désire en récupérer, eh bien, on a toujours la possibilité de se rendre à la fontaine. Bien sûr, il faut toujours être à la bonne distance. Quand je me rends sur la fontaine, comme le symbole indiqué ici, je peux récupérer tous les assistants que je souhaite. Je ne suis pas obligé de tous les prendre, mais je peux tous les prendre si je le souhaite. Donc je récupère les assistants qui sont placés n'importe où sur le jeu, en fait, pour les remettre sous mon personnage. Je peux décider d'en laisser aussi en place si jamais j'ai une stratégie en tête. Mais la plupart du temps, hop, on les récupère tous, ça sera quand même plus sympa. Alors attention, la fontaine est le seul lieu neutre du jeu. Si jamais un autre joueur décide de se rendre à la fontaine, même s'il rencontre d'autres marchands, il n'aura exceptionnellement pas besoin de leur payer 2 livres. Alors que normalement, sur toutes les autres cases du jeu, je vous rappelle qu'il faut payer 2 aux marchands qui s'y trouvent déjà. Attention, je précise aussi que ce n'est que les marchands que l'on paye. Si un joueur se rend sur un entrepôt, par exemple, où il y a un ou plusieurs assistants adverses, il ne se passera rien. Ce n'est que quand on rencontre le marchand que l'on paye. Et à la fontaine, c'est gratuit. Alors, autre case encore dont nous n'avons pas encore parlé, le caravansérail. Si un joueur se rend au caravansérail et réalise l'action, eh bien il aura le droit de piocher 2 cartes de bonus, et ensuite il devra jeter une de ces 2 cartes et garder l'autre en main qu'il pourra ensuite utiliser quand bon lui semble.
Mais attention, ces deux cartes que l'on pioche, le joueur peut décider de les piocher sur le dessus du paquet de cartes, mais il peut aussi décider de prendre celle qui se trouve face visible au caravansérail, mais par contre obligé de commencer par la première. Donc là, notre joueur vert pourrait par exemple décider de piocher les deux cartes face visible, ou bien les deux cartes face cachée, ou bien une carte face visible et une carte face cachée. Ensuite, il peut donc les consulter avant de décider laquelle des deux il va défausser sans utiliser son pouvoir. L'autre, par contre, il pourra l'utiliser quand il le souhaite pour réaliser le pouvoir. Alors vous comprenez donc qu'à chaque fois qu'un joueur va réaliser une action spéciale, il va placer sa carte au caravansérail, et donc ça va permettre éventuellement aux autres joueurs d'y venir pour réaliser la même action. Donc attention quand vous utilisez vos bonus. Alors je vous rappelle que le but du jeu c'est quand même de gagner un maximum de cristaux. Pour pouvoir récupérer les cristaux, eh bien on peut aller chez le marchand de gemmes qui est un gros fournisseur. Lorsqu'on réalise l'action du marchand de gemmes, eh bien il va falloir le payer et donc avoir suffisamment. Là par exemple, on paye par rapport à la dernière case. Donc ce sera 12 qu'il faudra payer au marchand de gemmes pour pouvoir acquérir la gemme suivante sur le plateau de jeu et la placer dans sa charrette. Ce qui fait que le joueur suivant devra payer ce qui se trouve sur cette case-là, c'est-à-dire 13, et ensuite 14, et ainsi de suite. À chaque fois que les joueurs vont récupérer des gemmes ici, eh bien le prix demandé par le marchand de gemmes va augmenter. Le palais du sultan fonctionne un petit peu de la même manière, sauf qu'ici, ce sont des marchandises qui sont demandées. Donc là, le joueur devra payer 7 marchandises, plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-là. Donc là, c'est-à-dire une de chaque, pour avoir le droit de récupérer cette gemme. Le joueur suivant devra payer les 4 marchandises, plus une marchandise de la couleur de son choix. Et ainsi de suite, les prix étant de plus en plus élevés au fur et à mesure qu'on acquiert des gemmes. Il ne nous reste plus qu'à parler du poste de police. Le poste de police, eh bien au début de la partie, chacun y a placé un membre de sa famille. Alors moi je dis que c'était mon cousin par exemple. À chaque fois en fait que je vais me rendre au poste de police, si mon cousin s'y trouve, eh bien je vais pouvoir prendre immédiatement mon cousin et le libérer pour l'envoyer sur la case de mon choix et réaliser immédiatement l'action correspondant en fait à l'endroit où je l'envoie. Là, par exemple, je l'envoie à l'entrepôt d'épices, hop, je vais recevoir évidemment des épices dans ma charrette immédiatement. Par contre, le cousin ne va pas pouvoir rencontrer en fait les pions spéciaux, en fait, les deux gros pions spéciaux. Alors, lorsqu'on envoie son cousin, il ne peut faire comme ceci aucune rencontre. On peut aussi l'envoyer sur un endroit où il y a un marchand adverse, mais à ce moment-là, il n'aura même pas besoin de payer 2 en fait à ce marchand adverse pour réaliser quand même l'action de la case. Alors, le cousin ne reviendra pas ensuite automatiquement au poste de police, il faudra qu'il soit capturé par un adversaire. Alors, on peut l'envoyer au départ en fait sur une case où il y a un adversaire, il ne se passera rien. Si par contre un adversaire arrive sur la case où se trouve en fait un cousin adverse, eh bien à ce moment-là, il le renvoie automatiquement au poste de police. Et pour avoir fait cette bonne action, eh bien il aura le droit de gagner un bonus de son choix. Soit il va prendre 3 livres à la banque, effectivement c'est assez bien payé de chasser les cousins des autres joueurs, soit il peut décider de récupérer une carte bonus, une du dessus de la pile. Effectivement, on ne pioche jamais les cartes face visible du caravansérail avec une autre action que celle du caravansérail. Il n'y a qu'ici en fait qu'on pourra récupérer celle-là. Pour les actions comme ça, eh bien, on est obligé de piocher une carte face cachée. Alors, parlons maintenant des différents bonus accordés par les cartes. Je vous rappelle que vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez, de cartes bonus, lors de votre tour de jeu. Par contre, c'est obligé que ce soit à votre tour. Alors, celle-ci, évidemment, vous gagnez une marchandise de votre choix, tout simplement, lorsque vous la jouez. Celle-ci permet de gagner 5 de la banque, nous l'avons déjà vu. Ensuite, il y a 2 cartes, en fait, qui vous permettent de vous déplacer un petit peu bizarrement.
Celle-ci vous permet de rester sur la case où vous vous trouvez pour réaliser à nouveau l'action. Alors lorsque vous décidez de faire ceci, eh bien si par exemple vous êtes là, vous êtes quand même obligé de déposer un assistant ou de récupérer un assistant avant de réaliser à nouveau l'action de la case où vous restez, alors que normalement on ne peut pas rester sur la même case. Cette autre carte vous permet de vous déplacer de 3 ou 4 cases, alors que normalement c'est toujours 1 ou 2. Ensuite, nous avons cette carte-là qui permet tout simplement de récupérer un assistant n'importe où sur le jeu et de le replacer tout de suite sous sa pile. On peut le faire avant de jouer, ou après avoir joué, comme on veut. Nous avons celle-ci qui nous permet de récupérer le membre de notre famille et de le renvoyer en prison pour gagner en fait une carte bonus ou 3 sous, comme si on avait capturé un membre d'une famille adverse. Effectivement, normalement, on n'a pas le droit de capturer son propre cousin. Eh bien là, grâce à cette carte, on peut le faire, même si on ne se trouve pas sur sa case d'ailleurs. Ensuite, nous avons 3 cartes qui nous permettent de réaliser 2 fois l'action du lieu correspondant si on s'y trouve. Alors, nous en avons une qui fonctionne comme celle-ci pour le palais du sultan, il y en a une qui fonctionne pour la poste et une qui marche chez le marchand de gemmes. Évidemment, si vous trouvez au marchand de gemmes et décidez d'utiliser la carte spéciale, eh bien, il vous faudra réaliser 2 fois l'action, mais payer quand même 2 fois. Donc là, par exemple, 13 et ensuite 14 pour récupérer 2 gemmes d'un coup. Le palais du sultan, pareil, il faudra fournir 2 fois en fait les premières marchandises et puis ensuite les deuxièmes marchandises avec l'extension. Le bureau de poste, vous récupérez 2 fois en fait les marchandises présentes sur le bureau de poste, une première fois et puis une deuxième fois après avoir modifié le cube. Enfin, il vous reste cette carte spéciale là qui va permettre en fait, lorsque l'on vend au petit marché, attention ça ne marche que sur le petit marché, vous pouvez vendre n'importe quelle marchandise, même si elles ne sont pas demandées par le petit marché. Donc si par exemple vous avez 5 tuiles, 5 marchandises rouges, et bien vous pourrez vendre 5 marchandises rouges, recevoir 20 de la banque, on déplacera quand même en fait la petite tuile pour la replacer dessous, même si vous n'avez pas répondu aux conditions. Et le jeu va ainsi se poursuivre jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à récupérer son dernier rubis. Donc imaginons que le joueur jaune vient d'arriver ici, hop, au marchand de gemmes, il paye 18, il a pile ce qu'il faut, hop, il paye à la banque pour récupérer la gemme correspondante. Et comme il a récupéré cette gemme, il a récupéré la dernière. Effectivement, je vous rappelle que la dernière case, ce n'est que quand on joue à 2 qu'on doit la remplir. Il a donc 5 gemmes. On va donc entamer le dernier tour. Effectivement, on a distribué la plaquette de premier joueur qui n'a pas changé de place au fur et à mesure du jeu. Eh bien, ça voudra dire que tous les joueurs dont le tour est en cours vont encore jouer une fois. Donc là, lui, comme c'était le premier joueur, malheureusement, il ne jouera pas, car c'est le joueur jaune qui joue après lui et qui vient de faire finir la partie. Chaque autre joueur va par contre jouer jusqu'à ce qu'on arrive au joueur qui est juste avant le premier joueur. Comme ça, tout le monde aura joué exactement le même nombre de tours dans le jeu. Et à ce moment-là, eh bien, on va regarder s'il y a un seul joueur qui a réussi à terminer. Car effectivement, par exemple, si le joueur vert est venu se placer là, hop, il paye déjà 2 et 2 pour les marchands, mais par contre, ensuite, il a peut-être assez pour payer 19 et acquérir, ou 18, et acquérir lui aussi une gemme, et lui aussi terminer, en fait, de remplir sa ligne sur sa charrette. À ce moment-là, si jamais il y a un ou plusieurs joueurs à égalité, on va regarder qui a le plus d'argent encore disponible devant lui, et c'est celui-là qui l'emportera. Si jamais il y a encore une égalité par rapport à l'argent, on regardera le nombre de marchandises qu'il reste encore aux joueurs dans leur charrette. Enfin, s'il y a encore une égalité, on regardera qui a le plus de cartes bonus encore en main, et c'est ce joueur-là qui l'emportera. Si vraiment il y a encore une égalité, chose qui doit être quand même très très rare, eh bien les joueurs gagnent à égalité. Alors parlons maintenant de la mise en place particulière et des règles particulières lorsque vous jouez seulement à 2 joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, vous allez quand même prendre les pions des 3 marchands qui ne jouent pas, et vous allez en placer au hasard un sur la petite mosquée, un sur la grande mosquée, et un chez le marchand de gemmes.
Pour les mosquées, vous ne placerez que les tuiles présentant 2 marchandises et 4 marchandises. Les autres seront défaussées en mettant évidemment la 2 par-dessus la 4 sur chacun des emplacements des différentes mosquées. Enfin, vous mettrez évidemment que 2 pions, 2 gemmes en fait sur le fabricant de charrette, la mosquée et la grande mosquée. Et à chaque fois quand je vous rencontrerai en fait un jeton neutre, eh bien vous devrez payer 2, mais évidemment pas à ce joueur virtuel, vous paierez à la banque avant de lancer les dés pour déterminer le nouvel endroit où se rendra en fait le personnage que vous venez de rencontrer. Donc en fait voilà, les 3 pions des autres joueurs vont comme ça vous gêner un petit peu et vous demander de payer de l'argent à chaque fois que vous irez réaliser une action sur leur case. Ensuite, il existe aussi une petite variante que vous pouvez décider de faire si vous êtes moins de 5 joueurs. À ce moment-là, vous allez prendre des pions d'un joueur qui ne joue pas, alors il est conseillé de prendre le blanc, et de placer un jeton blanc en fait sous la pile de vos personnages, ce qui fera un assistant neutre que vous pourrez utiliser de la même façon que les autres. Quand vous rendrez un endroit, hop, vous le déposerez. Mais par contre, cet assistant neutre pourra être récupéré par n'importe quel joueur. Donc si par exemple le joueur rouge s'y rend, eh bien hop, il récupérera le pion neutre. Évidemment, il devra quand même payer son adversaire 2 là dans cet exemple. Le reste du jeu se déroulera de la même façon. Alors, après avoir réalisé votre première partie avec le placement fait par rapport aux chiffres bleus, comme je vous ai montré en début de vidéo règle, eh bien, vous pouvez décider de faire de nouvelles dispositions qui seront un petit peu plus complexes à jouer. Effectivement, ce placement initial est un placement de chemin court. En fait, les entrepôts ne sont pas très loin en fait de la fontaine de départ. Les marchés sont assez facilement accessibles aussi, ainsi que les marchands de gemmes et palais du sultan en fait pour aller chercher les marchandises et les sous correspondants pour récupérer un maximum de gemmes. Si vous décidez de faire un placement avec les chiffres marqués en vert, vous obtiendrez des chemins longs. Effectivement, les entrepôts en fait vont être beaucoup plus éloignés des mosquées qui demandent les marchandises, ainsi que du marchand de gemmes et du palais du sultan qui se retrouvent aux 2 coins du plateau de jeu, à l'opposé en fait un peu des endroits qui permettent de recevoir les ressources. Donc là par exemple beaucoup d'entrepôts qui se trouvent par là pour remplir le palais du sultan, et puis les sous que l'on gagne aux marchands de thé sont assez éloignés aussi du marchand de gemmes, donc il faudra nettement plus gérer ces déplacements pour s'en sortir. Vous pouvez aussi ensuite placer les cartes dans l'ordre des gros chiffres. Cette fois-ci, ça va vous donner des quartiers en fait. Un quartier marchand, un quartier spécial, un quartier des marchés et des salons de thé, et enfin le quartier qui demande les ressources avec les mosquées et le marchand de gemmes et le palais du sultan. Enfin, vous pouvez aussi décider de faire un placement aléatoire en mettant carrément les tuiles dans n'importe quel ordre. Par contre, essayez quand même de toujours mettre la fontaine sur une des 4 cases centrales, sinon vous aurez vraiment des problèmes. Et le marché noir et le salon de thé, c'est-à-dire les 2 tuiles qui utilisent les dés, il faut toujours les placer à un minimum de 3 cases l'une de l'autre. Pour le reste, ça peut être complètement au hasard et il faudra évidemment essayer de trouver le chemin le plus avantageux pour pouvoir emporter la partie, et ça la rend donc assez différente à chacune des parties que vous ferez. Voilà donc pour Istanbul, un excellent petit jeu de placement, mais qui fait quand même pas mal réfléchir. Alors les règles sont assez simples finalement, donc le jeu est quand même relativement familial, on va dire à partir de 10-12 ans vous pouvez y jouer avec des enfants. C'est quand même plutôt un jeu pour adultes quand même, ne nous le cachons pas. Mais voilà, quand même assez simple à jouer, évidemment, avec des embêtements qu'on peut se faire. Alors évidemment, il faut bien gérer en fait sa pile de pions. Vous pouvez essayer de faire des boucles dans le jeu. Par exemple, je pourrais faire petit entrepôt d'épices, ensuite faire salon de thé, ensuite faire petit marché pour vendre mes épices, et puis ensuite revenir sur l'entrepôt d'épices, revenir là et revenir là. Voilà, vous pouvez essayer de réfléchir par boucle en fait de ce que vous allez faire, mais il faudra aussi compter sur les autres joueurs qui
risque de se placer sur les cases que vous avez envie d'atteindre et qui vous forcera à payer 2 si vous souhaitez faire la même action qu'eux, donc ce qui oblige parfois à réaliser des actions qu'on n'avait pas prévu de faire plusieurs tours à l'avance. Donc voilà, un jeu très sympathique, et en plus avec les différentes dispositions possibles, plus les petites règles supplémentaires que l'on peut appliquer avec les pions neutres, eh bien ça rend tout ce petit jeu bien sympathique et bien riche. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.